Grégoire Jacob. Moi, je travaille dans une organisation qui s'appelle Earthworm, qui est une fondation. Et qui je suis? Écoute, je suis une personne assez engagée sur tous ces enjeux sociaux et environnementaux. Et par rapport à mon parcours, ça faisait sens pour moi de rejoindre justement une organisation comme celle dans laquelle je travaille. Alors, justement, tu parles de cette organisation. Tu pourrais nous dire exactement qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Alors nous, en fait, ce que nous faisons, en fait, on accompagne les entreprises dans la responsabilisation de leurs matières premières. C'est-à-dire qu'on va travailler sur les chaînes d'approvisionnement des entreprises pour remonter le plus loin possible, en fait, jusqu'aux zones, on va dire, d'extraction ou de production des différentes matières premières. Et en fait, notre organisation, on est plus de 200 personnes dans le D'accord. monde. Et en fait, nos équipes, alors, donc moi je suis basé à Lille, on est voisins donc. Euh, nos équipes sur le terrain peuvent être amenées à aller parfois dans des forêts, dans des champs de coton, là où il y a de la production d'huile de palme, des cacaoyers. Enfin, l'idée pour nous, c'est d'aller le plus loin possible dans la chaîne d'approvisionnement pour connaître l'origine de ces matières premières et identifier les enjeux qui y sont rattachés, les enjeux sociaux et environnementaux. Très clair. Alors, vous n'êtes pas une entreprise, vous êtes une ONG. C'est quoi la différence, notamment quand on fait de l'audit, du conseil? Alors, en fait, nous, on se positionne, on va dire vraiment entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des ONG activistes qui vont avoir des démarches plaidoyer avec des actions peut-être un petit peu percutantes pour interpeller le grand public. Et puis, il y a les entreprises, ce monde économique. Et en fait, nous, on cherche vraiment à faire le lien entre les deux pour essayer de trouver des solutions pour que les uns et les autres arrivent à s'entendre, à s'écouter et puis mettre en place des outils qui permettent d'aller vers justement des approches qui soient plus respectueuses de l'environnement. Et quand on travaille avec les entreprises, on travaille beaucoup, les entreprises avec lesquelles on travaille beaucoup sur des questions au départ de valeurs, de programmes en fait en commun pour essayer d'amener de l'innovation. Donc on ne va pas être juste sur une mission, mais réfléchir à un spectre beaucoup plus global en fait en termes d'impact. Très clair. Au niveau du secteur de la mode, c'est surtout sur les matières premières qui a un vrai impact. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? En fait, je suis très content justement de pouvoir en parler parce que c'est vrai que cette matière première, justement, l'intervenant Aurélien juste avant expliquait que 80%, C'est ça. ils avaient mesuré l'impact environnemental était lié à la matière première, et ce, malgré, on va dire, les points de vente, toute la logistique qu'il y a entre les zones de production et les zones de consommation. Et nous, c'est vrai que les chiffres qu'on voit, enfin, c'est entre, on va dire, 70 et 80%. Et en fait, c'est juste énorme. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand une entreprise veut aborder ces sujets environnementaux, elle doit absolument prendre en compte le choix de la matière, mais après aussi son origine. C'est-à-dire que quand on parle de coton, par exemple, le coton, quand il est produit en Inde, quand il est produit en Australie, quand il est produit en Égypte, quand il est produit aux USA, au final, il n'a pas la même empreinte environnementale, il ne demande pas autant d'eau dans certains pays. Le recours aux pesticides est différent aussi. Donc, ça peut jouer aussi sur un bilan en fait, environnemental pour une entreprise suivant ses choix ses origines en fait, de coton. Et nous, ce qu'on cherche à faire justement, c'est en accompagnant les entreprises à ce qu'elles connaissent l'origine de leur matière, elles ont une meilleure maîtrise et puis après, elles peuvent choisir peut-être des zones, voire certains pays au niveau de l'origine de la matière. Très clair. Donc, ça veut dire que concrètement, vous allez sur place, dans le champ, je dis un petit peu de manière un petit peu Oui. grossière, mais c'est un peu ça, vérifier effectivement comment ça se passe, les conditions de travail. Tu peux me le décrire en fait, comment Alors, ça en se... fait, ça commence d'abord ici, on va dire. D'accord, ça C'est-à-dire commence que à quand Lille. on travaille avec l'entreprise, elle va sélectionner ses principaux fournisseurs, donc ce qu'on appelle les fournisseurs de rang 1. Hein, Et puis après, à partir de là, nous, on va remonter en fait toute la chaîne. On va remonter, alors ça peut être la teinture, je suis désolé, les mots viennent en anglais, le oui, fabric mills, le, l'atelier de fabrication.
Voilà, merci. Je vous en L'atelier prie. de fabrication, enfin la confection, Ouais, fabrication, tout ce qui est teinture. On va arriver au niveau de la filature et là, il va y avoir un travail important à faire au niveau de la filature, donc là où on produit le fil. Euh, c'est de remonter et d'aller plus loin, d'aller au niveau alors de l'égraineur et tout au bout de la chaîne, donc c'est le fermier, c'est celui qui va cultiver le coton. Parce d'accord. que, donc ça, en fait, nous, on part d'ici et on remonte en fait dans la chaîne d'approvisionnement. Mais une fois qu'on est au plus loin, justement, ben là, on regarde la situation sur le terrain, la situation sociale et environnementale, et on peut faire donc une analyse de risque et conseiller après les entreprises avec lesquelles on est en contact sur les principaux enjeux sociaux et environnementaux qu'elles rencontrent dans cette chaîne d'approvisionnement par rapport à ses origines de coton. D'accord, c'est clair. À part récemment, j'ai eu un échange avec quelqu'un qui travaillait en maison de luxe. Il me Oui, disait qu'ils allaient jusqu'au rang 2, mais oui. qu'après, pour le rang 3, 4, 5, pour eux, c'était trop compliqué. Ils n'y allaient pas, en fait. Toi qui es spécialiste de ça, comment aujourd'hui, alors là, j'ai pris l'exemple d'une maison de luxe, on peut avoir une vision globale. Pour eux, ça semble impossible, en fait. Si, 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 c'est possible. En fait, c'est une question. Enfin, c'est vraiment intéressant l'intervention en avant quand Aurélien expliquait qu'il fallait que la direction soit engagée justement pour aller sur ces thématiques-là. Ben, en fait, nous, c'est ce qu'on ressent aussi. C'est-à-dire que quand il y a au niveau du top management une vraie volonté d'aller plus loin, et ben, en fait, ils vont pousser les équipes à aller, voilà, à avoir toute cette transparence, aller le plus loin possible dans la chaîne d'approvisionnement. C'est compliqué D'accord. parce que, en particulier dans le secteur textile, parce qu'il y a énormément d'opacité, on va dire, il y a énormément de volatilité au sein du choix des matières, enfin au niveau du choix des matières, des origines, mais c'est quelque chose qui est possible. Et en fait, c'est possible quand on amène, on va dire, beaucoup de confiance et d'explication et de sens, en fait, dans ce travail. C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelque chose de mécanique, un fichier qu'on va remplir et on essaye de remonter la chaîne, c'est expliquer le pourquoi, en fait, aux uns et aux autres. C'est-à-dire que quand une société ici va vendre des produits, voilà, quand elle fait son bilan environnemental, elle a besoin de savoir de l'origine de son coton, parce que, ce que je disais, le coton australien et le coton indien, en fait, n'ont pas la même consommation d'eau, n'ont pas le même impact sur les sols. L'utilisation de pesticides n'est pas la même non plus. Et donc, c'est important d'avoir l'ensemble, en fait, de ces éléments pour, pour mesurer l'impact environnemental. Et donc, ce côté mise en confiance, explication, donner du sens, pour nous, il est essentiel et c'est ce qu'on essaye d'apporter, justement. Très bien. Là, j'ai parlé des maisons de luxe, et qu'on est un jeune créateur, la plupart des jeunes créateurs ont une très grande sensibilité au développement durable. Ouais. Comment ils font pour avoir, je veux dire, je vais mal dire, mais une bonne matière ou une matière responsable? Parce que le sourcing, comme tu l'as dit, peu transparent. Comment Ouais. ils font pour se débrouiller, pour trouver le bon fournisseur? Alors c'est vrai que ça va pas être, ça va pas toujours être simple. Alors ils peuvent avoir recours à certaines certifications qui leur apportent un certain nombre de garanties. Euh, Sinon, après, ben, c'est idéalement, on en revient toujours à ça, c'est connaître sa chaîne d'approvisionnement. Ils peuvent éventuellement connaître, enfin, être mis en relation avec certaines filatures. Il y a des filatures dans le monde qui commencent justement à proposer une transparence complète sur l'origine du coton. Et c'est essayer de se rapprocher de ce type de structure. En fait, nous, on assiste vraiment à une transformation. C'est intéressant quand tu disais, bah, ils peuvent aller jusqu'au niveau du fournisseur de rang 2. Oui, Il y a quelques années, c'était fournisseur de rang 1. Voilà, il y en a plein qui connaissaient à peine leur fournisseur de rang 1. Je caricature, mais il y avait oui, bien un sûr. agent et puis voilà, ça n'allait pas plus loin. Je suis convaincu que d'ici 4-5 ans, tout le monde, enfin, en tout cas, il faudrait que tout le monde connaisse l'ensemble de sa supply chain et ce sera beaucoup plus facile parce qu'il y aura beaucoup plus d'outils qui auront été mis en place pour apporter un certain nombre de réponses. Mais là, actuellement, c'est une vraie volonté d'enseigne, d'entreprise, que d'aller aussi loin dans sa chaîne d'approvisionnement parce que c'est assez exigeant comme travail. Alors justement, tu parles d'outils. On a une question d'Isabelle qui dit: n'y a-t-il pas d'outils comme la blockchain qui permet de tracer l'origine des matières? Alors en fait, la blockchain, dans l'absolu, oui, ça peut être une réponse. À l'heure actuelle,
Si on veut remonter donc jusqu'aux producteurs de coton, parce que là je parle surtout du coton, il y a 100 millions d'exploitations dans le monde. Sincèrement, je pense que la blockchain, c'est un outil, mais ça ne doit pas être une fin en soi. Et je pense que ça va être bloquant pour le fermier au fin fond de l'Inde, en Chine. Il a autre chose à faire que de mettre des informations, on va dire, sur un outil, sur une plateforme informatique. Je pense que ces enjeux sont autres. Et en fait, il faut essayer de leur apporter d'autres réponses. Et donc, la blockchain, ça peut arriver dans un second temps. Mais pour l'instant, je pense que ce n'est pas l'outil. Ici, ça peut nous donner en fait une bonne image peut-être par rapport à ce qui est fait. Je pense que l'enjeu, il est de bien connaître l'origine et après de réduire justement l'impact environnemental que la marque peut avoir. Et donc, il faut aller au-delà d'outils type blockchain, je pense. Très bien. Il va nous rester 2 petites minutes. Chez Earthworm, vous ne travaillez pas uniquement avec la mode, vous travaillez avec d'autres secteurs d'activité. Ouais. Est-ce que le secteur de la mode peut s'inspirer de bonnes pratiques qui sont ailleurs? Mais tout à fait. En fait, c'est une très bonne remarque. Moi, j'ai trouvé, en fait, quand on a commencé à travailler dans le secteur textile, en fait, j'ai trouvé que au niveau de cette transparence et cette traçabilité, c'était un secteur qui avait énormément de retard par rapport à tous les autres secteurs dans lesquels on travaillait. Mm. Quand on est sur d'autres matières premières qui sont aussi à risque, parce que le coton peut être un impact environnemental qui n'est pas négligeable, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, loin de là, mais en tout cas, ça a un vrai impact. Mais parfois, ça peut être comparé à d'autres matières premières qui ont autant d'impact. Et ben, en fait, les autres secteurs ont beaucoup travaillé sur l'origine de la matière, et je trouve que le secteur textile a du retard en fait en la matière. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup d'enjeux, certes, mais ce travail de transparence et de traçabilité a été relativement peu fait. Parfait. Il nous reste une toute petite minute. C'est quoi les différents projets dans les mois à venir que vous avez effectivement dans le secteur de la mode ou ailleurs qui pourraient nous inspirer, nous, au niveau de l'habillement et du textile? Ben en fait, on est en train de travailler actuellement sur des projets. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas directement par rapport au textile, mais nous, on se rend compte que les zones de production des matières premières peuvent être concentrées à certains endroits. Et en fait, on va avoir une approche, donc, ce qu'on appelle paysage ou landscape. C'est-à-dire qu'on va déterminer des territoires sur lesquels on réfléchit aux dynamiques en fait, présentes, des dynamiques économiques, des dynamiques sociales. On va faire en sorte de sensibiliser les populations locales par rapport aux différents enjeux, que ce soit des enjeux donc, sociaux, environnementaux, par rapport à la gestion de la forêt, par rapport à la gestion des sols. Donc, c'est avoir une démarche complètement holistique d'un territoire dans lequel peut y avoir tout à fait de la production de coton, par exemple, mais à côté, peut y avoir aussi de la production d'huile de palme et autres. Mais l'idée, c'est de dire, on ne va pas travailler que sur une seule matière première, mais sur de nombreuses matières premières sur un même territoire. Voilà. Parfait. Dans le chat, en fait, on va rajouter effectivement le site Earthworm, parce que manifestement, il est un petit peu compliqué à trouver. Ah oui, et voilà, juste voilà. Earthworm.org, oui. Ok, parfait. Et juste une dernière question de TDS. Est-ce que le coton équitable ou biologique est une bonne alternative pour diminuer l'impact du coton? Alors, c'est intéressant, mais à l'heure actuelle, ça représente à peu près 1% de la production mondiale. Donc, oui, ça peut être une alternative, mais ça ne peut pas être une réponse à tout, puisqu'en termes de matière disponible sur le marché, en fait, il en manque énormément. Et en fait, il ne faut pas juste se concentrer sur ce type de coton et oublier tout le reste, parce que ce type de coton, nous, en Europe ou en France, enfin, on sera peut-être prêt à payer le prix, mais il ne faut pas que les 98-19% restants gardent les pratiques actuelles et au contraire, il faut qu'ils soient de plus en plus responsables. Donc oui, c'est une alternative intéressante, mais ne perdons pas de vue que pour l'instant, ça ne représente qu'une toute petite niche. Et donc, si on veut vraiment transformer les choses sur le terrain, il faut aussi s'attaquer au coton conventionnel.